centuries of jewelry design. L'École School of Jewelry Arts subsequently travels to meet with the curious public who exist all around the world. It creates projects in Japan and the United States and opens a second campus facing the bay in Hong Kong in 2019 in a beautiful light-filled space conceived by the Japanese architect Su Fujimoto. In Shanghai's Twin Villas, a third permanent campus opens in 2023, and soon a new school in Dubai. In October 2023, spurred by public enthusiasm, L'École School of Jewelry Arts is widening its scope in Paris with a new location in an 18th century mansion on Paris's Grand Boulevard, the Hôtel de Mercy Argenteau. Registered as a historic monument, the site includes a large exhibition space, a one-of-a-kind bookshop, and a library entirely dedicated to the world of jewelry. And for all those who are unable to attend in person, the school offers a wide range of free online talks, streamed live each month to an ever-expanding, large and passionate community. The School of Jewelry Arts has been exploring uncharted territory. It has invited the discovery and understanding of an art form that's both the most ancient and the most intimate that we know. Welcome to this Hong Kong. Bonjour, bienvenue sur ce campus à Hong Kong. Bonne année, je suis ravi d'être avec vous. Avant de commencer, avant d'aborder la collection, qu'on vient de faire couvrir quelques questions logistiques. Nous avons l'interprétation simultanée en 4 langues, cantonais, mandarin, le japonais et le français. À l'issue de notre propos, nous allons faire une séance questions-réponses. Nous avons des modérateurs sur des aires géographiques variées, notamment à Paris, pour rassembler vos questions et répondre à vos questions sur le chat. Vous allez voir, n'est-ce pas, des salutations qui défilent déjà. Donc, en fait, ces questions trouveront leur réponse à l'issue de notre manifestation. Alors, tout d'abord, Catherine, merci d'être avec nous. Nous avons Catherine à nos côtés aujourd'hui parce que nous allons aborder les questions de la joaillerie, mais nous allons également aborder d'autres éléments. Catherine est résidente ici depuis 14 ans. Elle est experte, elle est historienne pour ce qui est de l'art chinois ancien, enfin antique et moderne. Vous connaissez un grand nombre de collectionneurs sur place et certains d'entre eux, on peut le comprendre, souhaitent rester anonymes. Donc, c'est un grand privilège pour nous de regarder ces pièces. Nous ne sommes pas en mesure d'identifier la personne qui est propriétaire de ces éléments, mais on vous a à nos côtés pour nous guider aujourd'hui. Alors là, Mathilde, bon, moi, à la différence de vous, j'ai été formé en Asie, vous avez été formé en Europe, vous avez été formé en Allemagne et au Royaume-Uni. Vous êtes experte de votre côté également pour ce qui est des produits manufacturés de luxe. Et chaque chose que vous abordez, c'est avec une grande passion. Donc, je saute sur l'occasion chaque fois d'être à vos côtés pour dialoguer avec vous. Bon, j'espère que cette passion va être communicative. C'est notre privilège à présent de vous faire découvrir cette collection de joaillerie magnifique, Illuminata. On le voit pour la première fois d'ailleurs, c'est un grand honneur qui nous est fait. Mais avant de commencer, pour vous faire comprendre les différentes rubriques
de l'exposition, nous avons réparti cet espace derrière nous en 3 chapitres. Le premier se consacre au mobilier Ming. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que cette collectionneuse est bien connue pour son grand savoir pour ce qui est de ce mobilier précis. Alors, elle en a chez elle. Et deuxièmement, du côté plus privé, elle a pu collectionner des pièces de collection qui ne constituent pas vraiment une collection en tant que telle. Ce sont des éléments qu'elle porte, pour l'essentiel d'entre elles, hein, ces gemmes. Et quand on a pu la retrouver avec notre équipe, avec Nicolas, elle a ouvert un troisième versant de sa collection, hein, la joaillerie de la cour King. Donc voilà, tout cela est vraiment consubstantiel de l'identité hongkongaise. C'est ce que nous allons célébrer ce jour, ces 3 chapitres, pour regarder tout ceci à travers le prisme d'un collectionneur. C'est ce qu'on fait par le monde d'ailleurs. Ce n'est pas la première édition qui prend ce positionnement et l'œil pour la beauté, d'ailleurs, c'est l'intitulé de cette démarche. Et en fait, ce sont des connaisseurs, n'est-ce pas? Connaisseur, qui est connaisseur? Celui qui a le regard de lynx, qui comprend, qui apprécie. Et toutes les deux, nous allons essayer de communiquer cela avec vous pour se situer derrière cette lentille. Et nous sommes épaulés par des grands experts en matière de joaillerie parce que l'école suscite un intérêt, et notre intérêt pour cette collection a été suscité par des livres. Nous avons constitué une bibliothèque très fournie et un livre. J'espère que l'auteur nous regarde. Nous voulons rendre hommage à cette dame, Diana Scarisbrick, née en 1928. Elle est toujours très dynamique hein, pour ce qui est de la communauté de la joaillerie. Elle a pu écrire ce livre conjointement avec la collectionneuse. Et c'est ainsi que nous avons pu découvrir l'existence même de la collection. C'est un bon exemple, hein, n'est-ce pas, de dynamisme. Et maintenant, elle a atteint l'âge canonique de 90 ans. Merci Diana de votre concours. Et nous sommes véritablement, nous avons une grande chance d'être avec vous. Virtuellement, si je puis dire, mais il y a aussi un catalogue, un essai de sa main a fait figure dans ce livret. Il y a Valentine, il y a Daisy également qui ont contribué à ce catalogue. Et merci des essais que vous nous avez envoyés et qui figurent dans ce catalogue. Et quand vous présentez une collection pour la première fois, il faut quand même solliciter le concours des experts. Voilà, donc nous passons à présent au cœur même de notre manifestation et vous allez voir le mobilier existe sur l'espace de l'exposition. Donc pour le premier chapitre, cette collection privée Illuminata. Illuminata, c'est un vocable qui nous vient de l'anglais, le français antique, hein, ce qui signifie être initié, apporter de la lumière. Et donc, c'est un parcours initiatique. Celui-ci doit commencer avec Catherine et avec le mobilier Ming. Ce sera notre premier chapitre. Puis ensuite, nous avons pu sélectionner des éléments, des pièces très illustratives pour vous permettre de vous orienter dans cette histoire antique de la joaillerie, hein, puis ensuite la transformabilité. Hein. C'est ce qui est intéressant avec ces pièces, surtout pour des gemmes antiques, tant antiques que modernes d'ailleurs, ces éléments peuvent se transformer, se voir monter différemment. C'est vraiment assez ludique. Voilà, mais avant d'y passer, parlons à présent du mobilier et l'esthétique du mobilier Ming. Alors, comment est-ce que nous pouvons s'entourer de cet univers? Est-ce que vous pouvez nous situer dans l'histoire? Bon, c'est une question qui m'est adressée, me semble-t-il. Donc, l'esthétique du mobilier Ming, que peut-on dire? Alors, ici, nous avons 3 pièces magnifiques dans l'exposition, 3 pièces. Vous allez voir ici à gauche, c'est un coffret, et derrière moi, vous voyez le contour de celui-ci, une console et une chaise. Voilà. Que voit-on?
je pense qu'on peut voir qu'il y a des lignes simples, épurées, et tout ce qui est épuré à ce stade d'épuration, c'est compliqué à fabriquer. La fabrication, dont on voit l'exemple ici, est absolument remarquable. Ces pièces, bon, il n'y a pas de clou, il n'y a pas de colle. C'est une méthode hautement sophistiquée pour associer des éléments en bois. Bien. Alors, un autre élément, rapprochons-nous de ce coffret. Alors, ce coffret, ici, c'est le panneau sur le devant de la pièce, mais regardez le grain du bois passant de gauche à droite. Regardez ces cercles, ces vagues. J'ai l'impression que je peux plonger ma main dans ces vagues qui sont évocatrices du sable ou de l'eau. Donc, il s'agit de quelque chose d'organique, hein, des formes, le grain comme étant l'élément organique, vivant. Et c'est cela qui a attiré le regard il y a 400 ans des gens vivant à l'époque des Ming. Et c'est un bois dur, hein, soit dit en passant, ce qui signifie qu'en travaillant le bois, vous allez avoir des détails ciselés. Maintenant, c'est vraiment tellement apprécié, hein, ce type de démarche que, enfin, cela s'est épuisé, hein, comme toute chose exquise, et peu d'exemples existent. Voilà, situons tout ceci dans un contexte. Est-ce que c'est un objet usuel que l'on était susceptible de voir au quotidien? Ben, ici, nous sommes un petit peu plus au nord de Hong Kong, à Shanghai précisément. Ici, nous sommes dans une pièce. C'est une reconstitution euh, d'un cabinet d'études de l'époque de la dynastie Ming. Alors, vous allez relever le terme inconnu, n'est-ce pas, au bas de cette image. Pourquoi? Eh bien, parce que nous ne connaissons pas qui a fabriqué ces éléments. Et ceux-ci n'ont pas été signés. Et cet artisan, en revanche, c'est celui qui s'est effacé derrière ces meubles. Alors, on peut parler de la joaillerie. Celles-ci ne portaient aucune marque pour identifier l'artisan, mais en fait sont quand même constitutives d'une énorme beauté. Ce sont deux objets ici remarquables. À droite, nous avons une chaise. Ici, elle nous est de profil. Et on voit, je pense, des lignes en courbe d'une beauté époustouflante. Mais regardez cet autre élément, le cabinet. Il y a un coffret dessus, semblable en tout point, me semble-t-il, du coffret à propos duquel je viens de faire quelques commentaires. Nous avons ici des éléments, enfin, encriers, hein, nous avons des éléments d'écriture à droite, nous avons des éléments en papier. Alors ici, ça nous rappelle les gens qui s'intéressaient à la littérature, ce qui nous amène sur le terrain, si je puis dire, de la collectionneuse, c'est-à-dire que quelqu'un qui approfondit le savoir, qui est toujours à la recherche d'affûter, d'aiguiser son regard d'expert. Et ici, nous avons la possibilité de voir cela, de partager tous ces éléments avec un public élargi, ce qui est remarquable. Donc ici, c'est 17e siècle au Prou. Et ici, les femmes, surtout, devenaient des universitaires, ou enfin, des chercheuses de premier plan. Et effectivement, la collectionneuse, c'est l'une des expertes avec une autorité mondiale pour ce qui est du mobilier Ming. Donc, en fait, elle se consacre à l'étude de ces chaises, notamment. Et celles-ci sont remarquables parce qu'elles sont très confortables, hein. On ne le dirait pas, hein, n'est-ce pas? Parce que c'est du bois dur, il n'y a pas de coussin pour adoucir l'assise. Mais si vous regardez les courbes, le dossier notamment en courbe, et c'est pour épouser les contours de la colonne vertébrale. Donc là, vous n'allez pas connaître de mauvaises assises. Donc, non pas seulement ça plaît à l'œil, hein, mais ça plaît au sens, au corps. Et il y a une expérience sensorielle magnifique.
Alors, pourquoi regarde-t-on les bracelets en lien avec cette chaise? Alors, je me souviens, hein, la collectionneuse met en exergue le fait qu'elle elle est toujours en contact quotidien avec ces éléments, hein, heu et c'est le lien d'ailleurs avec le mobilier et la joaillerie, hein, parce qu'on les porte, on interagit corporellement avec ces éléments et donc les bracelets, sont en regard de la chaise. Vous n'allez pas pouvoir le voir, mais si vous regardez les différentes composantes, il y a une élasticité dans cet objet. Ces pièces datent du milieu du 19e siècle. Il y a un émail dessus et vous regardez, vous voyez, il y a des mots, hein, si vous regardez bien à l'intérieur, ça a été gravé. C'est très intime, hein, et c'est élastique, hein, c'est pour une femme et c'est marqué. Ici, pour Eliza Hawke, de la part de son mari affectionneux, Noël, 1855. Voilà, c'est ce que l'on peut y lire. C'est une pièce de toute beauté. Et moi, j'adore remonter dans le temps. Une femme, pourquoi voudrait-elle avoir ce type de bracelet? Alors, les femmes les portaient, et les dames portaient aussi des gants. Donc, peut-être qu'il fallait-il ajuster le bracelet à l'épaisseur gants. Et puis, il y a d'autres motifs. Peut-être qu'elle est dynamique, elle aime pratiquer la chasse et monte à cheval. Et après un moment, enfin, au terme de sa journée, on ne peut pas porter les mêmes objets, hein, parce que ses muscles ont travaillé, je ne sais pas. Ouais, alors elle était enceinte à l'occasion de ce Noël-là. Et il y a une multiplicité de possibilités. Je ne peux pas lui poser la question, mais tout le monde on peut se projeter en mémoire, accompagner ses anciens propriétaires pour avoir ce contact organique. Ces objets ne sont pas en vitrine, hein, sauf ici, hein, la collectionneuse les utilise au quotidien. Et ce lien, c'est exactement ce que nous voulions célébrer. Puis l'autre lien, si nous devions déconstruire ces bracelets, les démonter ainsi que la chaise, nous verrions un savoir-faire technique remarquablement complexe. Il faut quand même célébrer cela aussi, parce que sans ces artisans, sans leur savoir, pour assembler ces éléments, nous ne les aurions pas aujourd'hui. Un bon exemple, ce serait les coffrets avec lesquels nous avons commencé, hein, parce que c'est un exemple d'un savoir magnifiquissime. Effectivement, techniquement, c'est tellement complexe, mais ça a l'air très simple, hein, très épuré. Mais dites-nous, Mathilde, dans quelles circonstances est-ce que vous avez rencontré ces objets? Alors, le coffret que nous voyons derrière Catherine, c'était dans la salle de dîner de la collectionneuse. Elle a ouvert ce coffret pour en retirer des écrins, hein. On les voit à droite, hein, n'est-ce pas? Donc, il y a cette transformabilité, il y a cette polyvalence, parce que cela a changé de fonction. À l'époque du Ming, cela avait quelle destination? Peut-être pour renfermer des objets précieux, des pièces avec des pièces en jade, pour regarder peut-être. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un plateau de jeu, c'est au milieu, hein, de notre écran. Et attardons-nous un instant sur cette question. Regardez le grain de ce panneau de bois, de ce plateau. Alors, vous nous avez projeté dans l'histoire remarquable de ces bracelets, que le propriétaire, peut-être qu'elle montait à cheval, mais si vous vous rapprochez du grain de ce bois, on peut s'imaginer plusieurs choses. Regardez, on voit déjà la croissance, hein. L'arbre était une entité vivante. Et puis, on peut se rapprocher de près, on voit des éléments sombres, on voit des striures, et on peut peut-être s'imaginer un paysage montagneux, des masses nébuleuses. Et ce grain a été utilisé, hein, comme source d'inspiration pour lancer les uns les autres sur une trajectoire imaginaire. Et ici, c'est une photo pour nous montrer que la dame vit avec le co-framing au jour le jour. European boxes
Ici, nous avons des coffrets européens comme écrin. Et puis en haut à gauche, nous avons un petit écrin, tout petit, de style exclusivement chinois. Voilà, donc c'est illustratif de notre propos, car ces objets étaient choyés en Chine antique, mais ces objets ont traversé le monde, tout comme la collectionneuse. Et c'est là voulons vous faire vous rendre ici. Regardez, en imagination, on va se propulser dans ces espaces. Et ici, ces planches, si on veut vous les montrer, c'est qu'à droite, c'est l'image du jardin à Suzhou. Hein. C'est une région magnifique. Le maître défilé, hein, le jardin du maître défilé, avec des bâtiments, avec des sentiers, des sentes, des plans d'eau, des pièces d'eau remarquables. Et cela, c'est tellement séduisant et tellement atemporel pour inviter n'importe qui. Hein. Il y avait des artisans chinois qui se sont rendus à New York, d'ailleurs, pour constituer une réplique de ce même jardin. Et on l'appelle les Asteming Cour, la cour Asteming. Cour Astor. Donc, ce type d'architecture hein, que l'on voit à gauche, hein, ce type d'architecture, ce mode de vie est universellement passionnant. Et où que vous soyez dans le monde, vous pouvez apprécier cette démarche. Donc, le mobilier Ming était exposé, mais qui incite à une démarche méditative. Cela va au-delà même de l'objet. Effectivement, ce qui nous amène à la planche suivante, ce qui va clore ce commentaire bref sur le mobilier Ming et son esthétique. Et une fois de plus, regardez l'intitulé de ces différentes photos, car la façon de décrire ces éléments revêt un intérêt particulier. Je ne sais pas si on le fait toutes les deux, mais ici, c'est une étude de discours gratifiant. Hein. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ceux qui prenaient place à l'époque dans cet espace, ils allaient dialoguer, ils allaient entamer une conversation, ils échangeaient des points de vue, hein, des attitudes et qui parlaient de leur expérience, ce qui nous ramène à ce lien humain. C'est très simple aussi, n'est-ce pas? C'est un peu plus tard que la dynastie Ming, mais regardez cette élégance atemporelle. On utilise des matières naturelles, du bois dur issu d'un milieu tropical pour la constitution de ces mobiliers. Donc, cette collectionneuse dispose de ce mobilier magnifique, mais en même temps, elle achète des gemmes. Et son choix est intéressant. Il y a une chronologie ici. Nous allons passer des pièces antiques jusqu'aux pièces qui relèvent de notre modernité, mais les pièces que nous avons choisies sont issues de 1740 jusqu'à nos jours. Elle échange avec des concepteurs très modernes. Elle est dans le passé et elle jette une passerelle avec l'époque moderne. C'est une femme rieuse, très gaie. Et passons aux pièces que je pense être absolument, enfin de toute beauté. Chaque pièce est photographiée, commentée. Dans nos dialogues, il y a juste un bref aperçu, hein, je vous rappelle. Donc, nous allons commencer avec ceci. On voit dans l'exposition un grand nombre de bracelets, de corsets. Et quand les dames en Europe portaient des corsets, les tissus étaient assez épais. Donc là, vous pourriez peut-être accrocher des ornements dessus. Et un élément issu de l'exposition que l'on retrouve à droite, c'est notre broche sertie d'émeraude. C'est serti en argent avec des émeraudes, avec des diamants, mais ce n'est pas ouvert à l'extérieur. Et donc, on a un élément brillant à l'arrière pour faire un jeu de lumière. La dame va situer cet objet au milieu du cou pour, comme Madame de Sévigné, hein, l'illustre ici pour montrer un certain équilibre. Une dame allait être porteuse d'autres éléments conjointement avec ses pièces, mais Madame de Sévigné, elle était en France 1640, contemporaine de la dynastie Ming, écrivaine, auteur de grand nombre de lettres, envoyée à ses
à ses amis. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle porte cette mode ancienne, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est plus tard, souvenir de son style en souvenir de l'époque de Versailles, cette broche avec des rubans portait son nom. Au 19e siècle, on voit des broches dites Sévigné pour rendre hommage à Madame de Sévigné. Donc, en fait, elle traçait le futur de la mode au XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Il y avait des règles, des tailleurs pour structurer la mode féminine française. Voilà. Donc, ici, on voit un grand nombre d'ornements féminins, assurément féminins, même si les hommes pouvaient porter des bijoux, mais c'est une autre histoire. Mais c'est le début de l'exposition. Nous avons choisi ces éléments parce qu'ils relèvent du 18e. C'est rare d'avoir des bijoux datant de cette époque. Et d'ailleurs, c'est le fil de notre dialogue aujourd'hui. Hein. Votre fille ne va pas vouloir ressembler à sa maman et elle transformait ce qu'elle portait. Donc, c'est un grand privilège, je me dis, que d'avoir ces éléments. Notre collectionneuse porte ces éléments de façon très intéressante. D'ailleurs, nous y reviendrons. Et puis, un autre élément, ici, nous en sommes encore au XVIIIe siècle, des pièces aristocratiques portées par une élite. Ici, il y a deux couleurs intéressantes, hein, bleu, rouge, très régal, chrétien en matière d'association. Ici, à gauche, nous avons collé serti de rubis avec de l'or, avec de l'argent. C'est assez classique, de facture assez classique, mais le pendentif est détachable. Hein. Cet objet en cruciforme, on peut l'enlever. Et la collectionneuse, dans un premier temps, n'avait que le collier. Et puis, a trouvé un collier avec cet élément qui s'y accrochait. Et donc, c'est illustratif de la mode 18e siècle, cette possibilité de détacher un objet et puis ces couleurs, si je puis les qualifier de criardes. Et l'autre élément à droite, c'est intéressant également car cette pièce est déclarative. Hein. C'est un bracelet avec des lettres dessus. Souvenir. Alors, souvenir, c'est quoi? C'est la mémoire, c'est souvenez-vous, c'est une injonction peut-être, souvenez-vous de moi. Puis peut-être aussi une certaine nostalgie avec Louis XVI et Marie-Antoinette, hein, parce que cette pièce date de 1795. C'est un bijou, un caractère sentimental qui pourrait avoir une signification politique. On l'ignore, mais en tout cas, souvenir, on est en fin de siècle et cette pièce porte ce vocable. Alors, est-ce que c'était deux amis qui se séparaient, qui s'échangeaient des cadeaux pour avoir un lien indélébile, incassable? Je ne sais pas, mais il y a tellement de questions que suscitent ces pièces. Mais bon, nous sommes détectives, n'est-ce pas, quand nous menons notre recherche historique. Mais ça, c'est chouette. Et cette pièce à droite, c'est en vert, le bleu est en vert, qui est symptomatique de la mode du XVIIIe siècle, le strass notamment, on peut y penser, inventé à Strasbourg. Donc ici, nous avons des gemmes de facture remarquables, mais il y a aussi des éléments substitutifs qui sont aussi à la mode. La collectionneuse a choisi des éléments en verre qui semblent intéressants et qui sont parfaitement illustratifs des éléments portés au XVIIIe siècle. Maintenant, nous remontons dans le temps. Regardez son goût pour la parure. Si on pense aux bijoux antiques, il y avait des éléments qui rentraient en écho, en résonance les unes avec les autres. On peut trouver le terme harlequin parce que c'est multicolore et cet ensemble doit être une parure féminine de façon très symétrique. On a deux bracelets, on a un collier, on a une broche qui a été transformée en bague, nous avons des boucles d'oreilles, mais on peut voir aussi d'autres éléments de parure si c'était destiné à des
à une couple aristocratique. On pourrait trouver des boucles de chaussures, des éléments sur une ceinture. Mais ici, il peut y avoir un message dissimulé ici. Si on a choisi ces couleurs, c'est parce qu'il y avait peut-être un code formé sur les lettres. Hein. Je ne sais pas, je saurais déchiffrer, mais il y a plusieurs couches. Hein, et c'est assez ludique, n'est-ce pas? Car ici, sur l'image, on voit cette transformation de broche en bague. C'est la collectionneuse qui a fait ça. On le retrouve au milieu du collier. C'est un gros objet, effectivement, transformé en bague par la collectionneuse. Alors, regardez, c'est facile à porter et ces parures ne restaient pas uniquement comme un ensemble. Vous pouvez les dissocier les uns des autres et on le retrouve en début du 19e, même plus tard. Ces pièces s'amplifient en taille. Et puis, c'est multicolore, c'est très à la mode. Pourquoi? Parce que cela peut s'associer à toutes vos robes. Astuce intéressante pour notre auditoire aujourd'hui, peut-être, mais c'est très commode. Et nous avons d'autres exemples remarquables. Et ça augure ce qui va suivre au 19e. Alors, continuons notre trajet. La parure pourrait aussi prendre des formes variées. Ici, au 19e siècle, à droite, peut-être que vous ne le connaissez plus, hein, à moins que vous êtes historienne de la mode. Ici, ce sont des modes féminines au 19e. Alors, c'était très compliqué, celle-ci. Elle était très codée en fonction du mariage, les fiançailles. Il y avait un code propre à chaque rite, si je puis dire. À droite, nous avons un élément de deuil qui devait être porté par quelqu'un en deuil, une veuve typiquement. À gauche, des éléments constitués de saphir. Et puis à droite, c'est quoi? Oui, c'est des grenats. Donc le saphir à gauche, les saphirs à gauche, c'est bien pour le mariage, pour les fiançailles, et jusqu'à la reine Victoria, hein, jusqu'à son mariage, les femmes n'étaient pas porteuses de robes de mariée blanches. Jusqu'en 1840, les femmes ressortaient des éléments, enfin les robes bleues, rouges, mais des tissus exquis pour porter les meilleures pièces. Hein. Mais ce n'était pas blanc nécessairement. Ici, cela pourrait s'y associer. Pour des veuves, chose intéressante en l'espèce, pour acheter un ensemble de parures pour une période de deuil, ce serait tout aussi cher que l'achat d'un trousseau pour une mariée. Donc, il fallait dépenser énormément quand on faisait son deuil pour honorer le défunt. Et le grenat, c'était l'une des gemmes qui était utilisée à cette fin. Alors ici, cette pièce est remarquable. Les femmes, pendant leur première année de deuil, elles devaient porter du noir avec un voile, avec des éléments de jet. Mais deuxième année, elles pourraient s'autoriser à porter du gris ou des éléments au mauve foncé. Et le grenat, c'est assez sombre aussi, n'est-ce pas? Mais cette femme, elle devait avoir été un peu coquette parce que ici, c'est un élément rond, en rond, hein, qu'elle portait. Et donc, son dos devait être dénudé sans doute pour laisser voir ce collier parce que c'est en rond, c'est en cercle, hein, ça doit cercler son cou. J'aurais adoré voir comment elle portait cette pièce. Et puis là encore, nous n'avons pas de signature. Mais bon, c'est un artisan qui avait des mains expertes. Donc ce sont là des objets qui sont illustratifs d'une mode victorienne. Voilà. Donc il y a un versant sociologique dans ce travail, mais il faut aussi porter son attention sur des coiffes très élaborées, hein, très onéreuses. Et donc, les tiares, notamment, on les retrouve hein, dans la collection.
Sur ce portrait, nous avons la reine Victoria, porteuse d'un ensemble en émeraude, on les voit clairement ici, hein, ces différentes pièces. Et pour les tiares, notamment, ce ne sont pas des couronnes, hein, il n'y a pas, c'est vraiment juste c'est pour votre front, décorer, orner le front. Parfois, c'est très bas sur le front. Parfois, non, c'est à la plantation des cheveux. Donc, ces éléments peuvent être portés en fonction de votre chevelure et le style que vous vouliez faire prendre à votre chevelure. Alors, tiare, c'est du latin, diadème, c'est grec, hein, mais ça désigne la même chose, et qui serait associé à d'autres éléments qui pourraient être visibles de dos. Donc voilà, il y a un souci, un soin porté à ces parures pour que celle-ci puisse s'apprécier où que vous soyez par rapport à la porteuse de ces éléments. Ici, on voit un objet magnifique, transformable, pour devenir 3 broches. Nous avons 3 épingles au verso qui sont situées sur la structure ou bien retirées pour parer le cou ou le décolleté. Donc voilà, un élément intéressant. Alors, nous avons aussi ces éléments floraux, ce qui rappelle le chêne, la feuille de chêne. Ça pourrait avoir un lien national parce que c'est quand même un symbole anglo-saxon. C'est aussi lié au chêne, qui est un symbole très ancien, mais c'est potentiellement un symbole anti-français, anti-napoléonien. Donc, il y a quand même un arrière-plan intéressant, utile à transmettre. Mais regardez la main experte ici, hein. Vous pouvez transformer un élément. Mais regardez cette pièce, c'est juste la qualité d'un objet susceptible d'être vu au musée. Alors, je ne sais pas quand la collectionneuse porte cet élément, mais bon, je suis un peu jalouse. Alors, maintenant, passons continuons dans notre fil, notre frise chronologique pour passer vers la fin du règne de la reine Victoria, Édouard VII, peut-être. Alors, celui-ci commence à régner en 1901, mais ces éléments édouardéens pourraient être juste avant 1901 ou juste après. Ce n'est pas précisément la date de son avènement, c'est un peu comme la royauté d'aujourd'hui, hein. Peut-être que Édouard pouvait-il avoir accompli des missions avant de monter sur le trône. Voilà, donc en fait, les diamants ont été retrouvés dans de nouveaux endroits, en Afrique du Sud notamment. Et donc ici, nous avons un collier en diamant qui peuvent se transformer en tiare. Et ici, c'est très à la mode, hein. Fin 19e, des femmes, la mode féminine se resserre, s'amenuise. Donc en fait, nous n'allons pas avoir des poches, ça devient de plus en plus restreint. Donc les parures féminines sont partout. Tout est visible. Rien ne peut se cacher. Donc c'est des PS qui peuvent s'apprécier à 360 degrés. Donc les femmes avaient la possibilité d'accrocher. Ici, nous avons une femme qui était la femme d'un aristocrate russe, de toute évidence très belle. Et regardez, un amoncellement de parures, hein. Du pied en cap, elle est habillée de ses parures. Elle a une taille de guêpe et tout est accroché, hein, au niveau de son décolleté, de façon très sculpturale, hein, de façon très dramatique. Et cette image, c'est vraiment illustratif, hein. C'est un parangon, hein, de ce que l'on peut voir en fin 19e siècle. Et puis, ici, le tiare devait obéir à certains éléments précis. Les tiares
était obligatoire pour des femmes qui sortaient après 17 heures. Et puis, il y a une histoire qui nous fait comprendre qu'Edouard fait une immense bal dans un palais anglais, et puis une femme arrive sans porteuse de tiare. Et elle a dit, non, maman, la reine, s'habiller ainsi, et vous devez rentrer chez vous et revenir avec votre tiare. Voilà, c'est une anecdote, mais voilà, les femmes devaient parfois transformer les pièces pour les transformer en tiare, pour répondre à cette obligation. Ici, nous avons le 1000 grains, les petits points, nous avons cette verdure, si je puis dire, des éléments qui rappellent une végétation. Donc, vraiment, un style intéressant et magnifiquement exposé, en l'occurrence. Alors, ce style jardin, si je puis dire, c'est à la fin de cette période, parce que cet Illuminata, cela concerne aussi des objets contemporains signés, par exemple, par Joël Arthur Rosenthal. C'est un Américain qui a un atelier assez secret, clandestin, si je puis dire, Place Vendôme. Joël Arthur a commencé dans les textiles en tant qu'expert, et il y a toujours des textures, une dimension, une ampleur à ces pièces. Ici, nous avons une pièce, une bague qu'il appelle un bonnet, et puis boucle d'oreille à droite. Alors, ces éléments sont portés par la collectionneuse. Ces boucles d'oreille devaient habiller de façon protectrice votre oreille. Ça couvre la surface du lobe. Ce sont des écailles de poisson presque, assez poétiques, et c'est vraiment fascinant. Hein. Évidemment, le rendu ici, c'est pas bon, surtout pour les détails en alu, mais cette bague avec un rubis, hein, c'est chouette, c'est comme un troisième œil, n'est-ce pas? C'est assez oculaire, très poétique. Donc, cette collectionneuse qui porte ces deux éléments à la fois, donc elle ne s'engage pas envers un seul créateur, elle porte aussi les créations qui nous viennent de Caner, quelqu'un qui est résident à Hong Kong. Et donc, ce créateur a conçu des éléments pour la collectionneuse. Hein. Voici un exemple. Et donc, la collectionneuse a porté ce collier à l'occasion du mariage de sa fille. Mais les perles, franchement, c'est le symbole universel de la pureté de la mariée et de la maternité. Mais les diamants sont pour toujours, si je puis dire. Donc, il y a un message ici. Puis bon, c'est des bijoux à caractère sentimental. L'amour est pour toujours, hein, c'est mon interprétation, qui unit le couple, mais qui unit aussi la femme et sa maman. Donc, je pense que c'est très touchant. Et à travers cette exposition, nous avons des mises en regard très intéressantes. Plus tard, il va y avoir une pièce de cours de la dynastie Qing qui adopte une démarche tout autre. Nous allons avoir aussi des pièces qui n'ont pas cet aspect baroque, mais avec des perles de taille moindre. Donc, la même collectionneuse trouve la beauté, trouve un intérêt, un attrait à travers un grand spectre de l'offre de la nature, hein, le bois, la perle, les gemmes, les pierres précieuses. Effectivement, et ici, c'est très éclectique ici, hein, mais c'est une focalisation très précise en matière de son geste de collectionneuse. Il y a aussi des pièces contemporaines qui sont portées avec fierté. Alors, regardez, nous allons passer dans notre troisième chapitre, et avant de clôturer, il faut montrer la question de la transformabilité. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas facile à décrire. Donc, regardons des clips vidéo. Alors ici, qu'avons-nous ici? C'est une tiare en diamant, transformable en 4 pièces indépendantes. Donc ici, nous avons une paire de bracelets,
Et le bracelet peut être dissocié pour se fixer sur cette structure entière. Ici, c'est un diadème, une espèce de tiare, une sorte de tiare qui pourrait être porté. Il y a ces boucles, hein, et si vous retirez la structure du tiare, vous pouvez le fixer à un ruban et cela devient quelque chose qui habille le cou et adaptable, n'est-ce pas, à votre cou, et vous pouvez le porter haut ou bas sur le cou. Ici, ces deux bracelets peuvent être associés, c'est de la magie. Hein. Regardez à quel point quelle ingéniosité a présidé à la confection de ces pièces. Hein. Et puis, on voit également, ce sont les bracelets, tout simplement. C'est une paire de bracelets. C'est fascinant. Voilà, donc ça, c'est pour le premier film, juste pour vous permettre de comprendre. Et avec ces éléments susceptibles d'être transformés, il y a des crochets, des verrous qui étaient dans le coffret. Donc ici, ou dans l'écran, ici, vous regardez les structures à l'arrière, les crochets, pour voir comment c'était transformé. Donc, les domestiques, selon toute probabilité, savaient comment manier ces pièces et pour opérer ces transformations. Puis les robes elles-mêmes, regardez, ici, nous avons une robe rose. Alors, le bas reste inchangé, mais le tailleur, il a pu réaliser cette opération magique. Regardez, à gauche, c'est pour le jour, et puis le soir, à droite, pour l'opéra, ou pour un bal le soir. Et la même transformation s'opérerait avec vos parures diurnes et nocturnes. Et regardez le décolleté. La partie supérieure était vraiment importante pour la femme. Et toutes ces transformations s'opéreraient de façon très massive. Hein. C'était pratiqué partout. Alors voici un deuxième film avant de clôturer pour vous permettre de regarder ces pièces iconiques hein, qui tiennent une place de premier plan dans le cadre de l'exposition. Ce sont des éléments que je qualifierais de pièces 19e. C'est une broche qui se fixerait sur le devant de la robe. Mais regardez Alexandra du Danemark, la reine d'Angleterre, elle exhibe toutes ces pièces. Certaines se situent plus le bas, et c'est ainsi qu'on les appelle les stomachers, c'est-à-dire au niveau de l'estomac, qui vont masquer votre estomac, déjà présent dans un corset assez serré. Ici, nous avons une chaîne, donc vous pouvez transformer cela dans un pendentif qui descend assez bas sur le corps, et les deux pendentifs à diamant, cela aussi peut être modulable pour devenir des boucles d'oreilles. C'est vraiment incroyable. Voici la transformabilité, la façon dont on peut porter ces éléments. Évidemment, avec les mots, c'est compliqué. Avec les films, c'est plus facile d'illustrer notre propos. Mais regardez, c'est absolument magnifique. Et voilà. Voilà, redimensionner, c'est autre chose. Ici, nous avons une publicité qui nous dit que les bijoux de votre grand-mère pourraient devenir des pièces plus contemporaines. À droite, c'est une publicité pour des passe-partout. Hein. Les éléments que cette femme porte peuvent être transformés pour devenir ceinture, ou double bracelet, bien un collier. Et puis, la collectionneuse a également opéré les mêmes démarches. Ces boucles d'oreilles au centre de notre écran viennent d'un bracelet qui était trop long, donc elle a retiré ces deux éléments pour les porter comme boucles d'oreilles. Et souvenez-vous de la broche transformée en bague. Effectivement, tout est évolutif. Et dans un sens, pour notre mot de la fin et pour vous permettre de réfléchir plus avant, nous voulions citer Roland Barthes. Roland Barthes, c'était un philosophe français, un intellectuel qui a marqué les années 60, 70, 80 et qui a
consacré un chapitre à ces questions qui parlent du fait qu'on ne les utilisait pas, ces parures, selon une destination. La parure a été devenue, disait-il, démocratique. Donc, avant de clore, ces pièces sont assez tactiles. On aime bien les manier. Et ces éléments étaient maniés. Et à la fin de l'exposition, vous allez voir les parures de cour de Qing, des éléments en jade que nous pouvons vous montrer. Mais plus important encore, nous avons ces deux pièces qui sont susceptibles d'être transformées. Ce sont les pendentifs. Et donc ici, à droite, nous avons le jade. Donc sur l'ensemble de la collection, c'est la première fois que nous avons vu entrer sur scène la jadélite avec cette verre très foncé. Et regardez la gravure présente sur la pierre que nous n'avons pas vue dans la démarche occidentale. Ici, c'est la pièce dont j'ai parlé précédemment, en haut. Là. Mais regardez comment tout ceci a été porté. Ici, nous avons une photo de l'impératrice douanière formidable. Elle a 108 éléments sur elle ici. Et en haut à gauche, on dirait un bracelet qu'elle porte à même l'habit. Et donc, si nous retrouvons ces trois images côte à côte, à droite, le bracelet en bois, le bois, c'est très parfumé. Ça dégage un parfum absolument magnifique. Donc, situé en haut du corps, vous seriez en mesure de le sentir. Et puis, regardez comment la collectionneuse vit avec ces pièces. Effectivement, nous avons emprunté quelques habits de la collectionneuse pour montrer comment elle associe ses habits avec ses parures. C'est ainsi que nous allons pouvoir voir comment elle porte le bracelet en jade et l'impératrice portait cette pièce. C'est le même bracelet, mais attaché à son habit. Et pour être franc, je ne savais pas qu'un bracelet pouvait jamais devenir une broche. Et ici, nous avons un kippa de forme classique. C'est un textile normalement destiné à un public masculin, mais bon, c'est glamour, rétro, associé à cette broche 18e. Et regardez, les styles sont très réfléchis. Elle associe des éléments qui font sens, qui sont logiques et cohérents. Et puis à gauche, Galliano, qui peuvent s'associer à cette pièce harlequin, parce que toutes les couleurs allaient mettre en exergue la couleur mauve de cette robe signée Galliano au XXe. Donc ces éléments montrent une extension de comment nous pouvons vivre avec ces pièces. Et vous avez un élément préféré? Non, moi, je préfère la pièce que l'on voit au milieu. Voilà, on va rentrer en lice pour avoir cet objet. Bon, nous allons dans un instant passer à la séance questions-réponses, mais d'abord, ce film. Voilà, nous voilà de retour. Alors, la première question
à destination de Catherine. Merci. Je suis sûr que vous aviez beaucoup de questions, mais il nous fallait faire un choix. Alors, le revêtement sur le mobilier, est-ce que c'est de la laque? La réponse est non. C'est juste le bois. C'est l'aspect même du bois. Évidemment, la laque, c'est une technique très importante, mais pour le bois, on veut voir le grain naturel. Il peut y avoir un après, mais pas de la laque. Puis ensuite, c'est des mobiliers Ming, et on voit son extension dans Art Nouveau. Mais pour ce qui est de la chinoiserie, en Art Nouveau, bon, l'Art Nouveau se tournait vers l'Asie, c'est vrai. Et parfois, quand on utilise ce terme chinoiserie, c'est assez complexe. C'est une esthétique assez complexe. Pour le mobilier Qing, c'est plus décoratif, plus complexe. Mais pour le Ming, non, c'est des lignes épurées. C'est l'élégance, c'est la simplicité. Oui, mais il y avait effectivement des marchands à l'époque qui maniaient des mobiliers antiques chinois en Europe. Le Paris, c'était une plateforme importante. Cityloo, par exemple, qui s'est établi en 1912 à Paris. Auparavant, il y a travaillé, bien sûr, mais il y a aussi Samuel Bing qui a exporté de l'art japonais, mais dans un premier temps, elle était marchand chinois. Donc, commentaire effectivement intéressant, des mobiliers cessants du 6e inspiraient effectivement les éléments qui allaient advenir plus tard dans l'histoire. Troisième question. Alors, le mobilier, le pendentif, les colifichets, de quoi est-ce que c'est constitué? Quelle matière? Il y a ce collier. Ce collier, bon, il y a du jaune d'or, diamant et de l'argent. C'est tout ce qu'il y a. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais le catalogue va approfondir les détails de chaque élément constitutif. Mais ce qui est fascinant, toutes ces larmes en grenat sont articulées. C'est ça qui revêt un intérêt particulier à mes yeux. Alors, est-ce que nous avons le temps suffisant pour une dernière question? Dites-moi. Dernière question? Toute dernière. Très bien. Alors, pour ce qui est de la mode féminine au 19e siècle, quels aspects de confection pouvons-nous associer aux veuves? Alors, pour les matières, ce serait de la soie, hein, très souvent. C'est juste les couleurs seraient différentes. Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu à la question? Je m'interroge. Non, en fait, il y aurait de la dentelle, et la différence entre, je ne sais pas, quelqu'un qui se fiance, qui va se fiancer, elle a un voile, mais le voile serait attaché à son chignon. Mais pour les veuves, surtout pour sa première année, elle allait couvrir son visage pour pouvoir pleurer sans être voir. Mais il y a des livres magnifiques hein, sur tout cela. Des thèses de grande qualité, des recherches menées sur l'histoire de la mode parce que cela s'efface un peu de nos travaux. On pouvait avoir un brassard la Première, Deuxième Guerre mondiale, un brassard noir pour montrer que vous êtes en deuil. Mais aujourd'hui, nous sommes différents, n'est-ce pas? Et on doit dire que tout va bien, quelle que soit notre souffrance. Bon, merci pour tout. Nous n'avons plus guère le temps pour des questions. Peut-être pourrait-on répondre à vos questions à l'aide du chat. Mais bon, une page de pub avant de partir, nous allons étendre cette démarche. Nicole est ravie d'avoir plusieurs, enfin notre école est ravie d'avoir plusieurs places. Hong Kong, deuxième campus établi ici. Nous avons le Shanghai également en partenariat avec nous. Ravi, c'est un endroit magnifique. Il y a Dubaï aussi. Nous avons une grande chance d'avoir ces endroits et puis d'autres qui vont peut-être s'adjoindre à nous. Donc, nous allons pouvoir vous retrouver peut-être à d'autres endroits au Japon, puisque nous sommes ici pour l'Europe, mais aussi en Asie-Pacifique. Il y a cette exposition
Daniel Brash, qui était à Hong Kong précédemment, qui est maintenant au Japon. Il y a ce dialogue qui se déroule le 19 janvier avec lui en personne. Vous pouvez aller voir l'exposition et retrouver nos collègues. Et effectivement, vous avez le code QR en bas à droite si vous en avez besoin. Et puis sur notre site web également. Je vous donne un moment pour scanner tout ça. Et puis ensuite, dernière page de pub. Eh bien, c'est à Paris cette fois-ci, mais en ligne. Il s'agit de cette problématique remarquable, Marie-Antoinette, qui adorait, entre autres, la haute joaillerie, et à l'ombre de cette grande dame, en février, en ligne, il y aura cette manifestation. Nous serons dans l'assistance depuis Hong Kong. Nous arrivons à la fin à présent. Vous avez la possibilité de scanner le code QR, et puis à présent, nous allons juste clôturer cette thématique, cette problématique. Merci beaucoup de votre présence et merci à l'équipe technique également. Merci à tout le monde. Merci.